propose, merci d'accueillir notre troisième intervenant, donc Grégory Bernard, qui est directeur général de DINFI et qui va nous parler de Firewall et qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je suis venu vous faire un talk sur le Next Gen Firewall sera-t-il open source. Donc, c'est une problématique qui est assez importante parce que pas mal d'entre vous utilisent peut-être déjà des firewalls open source. Donc, combien d'entre vous ont déjà eu une expérience plus ou moins proche avec des firewalls open source? Ok, donc une majorité. Super. Donc, une des grosses questions qu'on se pose avec les firewalls open source, c'est de savoir si ceux-ci vont pouvoir être à même de filtrer des flux qui sont majoritairement chiffrés. Donc, je vais faire une petite présentation rapide sur d'où je viens, qui je suis. Voilà. Donc, j'ai monté une société qui s'appelle DINFI, anciennement Todo, qui a été créée en 2001. On est spécialiste de la partie cybersécurité et réseau, et on a monté en 2008 un partenariat avec pfSense. Donc, on a été les revendeurs officiels de pfSense de 2008 à 2014. Ensuite, on a eu un petit peu des différends suite au rachat de Netgate, de pfSense par Netgate, en fait, plus ou moins. Et puis, on est parti sur OpenSense, qu'on a sponsorisé au lancement de leur firewall. Et en 2017, on a commencé à développer un système de gestion centralisée pour firewall qu'on a appelé DINFI Manager. Et face à l'ampleur de ce projet, on a décidé de renommer notre société DINFI, qui est l'acronyme de Dynamic Firewall. Et il y a quelques jours, on vient de lancer la première version de notre firewall open source qui s'appelle DINFI Firewall cette fois-ci. Alors, donc on va, lors de cette session, avoir plusieurs points, en fait, on va dire 4 points principaux. Donc une histoire rapide des firewalls open source, donc savoir un petit peu d'où ils viennent, comment ils ont été construits, et qui est-ce qui les gère aujourd'hui. Une approche sur les pare-feux périmétriques, donc savoir exactement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils permettent de faire aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et puis une introduction sur les nouveaux paradigmes que les firewalls open source vont devoir relever dans les années à venir pour pouvoir devenir ces fameux next-gen firewall. Alors next-gen, ça s'entend un petit peu comme une appellation générique, on va dire, mais en gros, je l'entends pendant cette session comme la capacité à filtrer des flux chiffrés de manière efficace. Et enfin, une conclusion. Alors, un petit aperçu rapide du marché français. On a un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle OSNet, qui revend des appliances open source. On a environ un marché qu'on estime à 30 000 devices à peu près. Donc, il y a beaucoup de marques étrangères là-dessus. Il y a 5% à peu près qui doivent être utilisés dans des environnements critiques. Et la plupart des firewalls sont pas forcément très bien maintenus à jour. Donc ça, c'est un petit peu des retours d'expérience là, que je fais là-dessus. C'est problématique classique, c'est-à-dire que les gens pensent qu'en installant un firewall, en configurant quelques règles et en le laissant dans son coin parce qu'il marche bien et qu'il ne s'arrête jamais et que ça fonctionne, que ça suffit. Et finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas, quoi. Donc, quelles sont les grandes lignées de ces firewalls? Alors j'en ai repris quelques-uns. Il y a régulièrement des nouveaux firewalls qui apparaissent sur le marché. Mais ceux-là représentent à peu près le gros de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le domaine de l'open source, on va dire. Donc les plus connus, c'est probablement pfSense et OpenSense. Les firewalls à base de BSD ont plutôt une bonne réputation. Ils avaient un certain nombre de mécanismes qui les rendaient relativement performants. Et puis, grâce au travail qui a été fait avec les communautés, que ce soit pfSense et plus récemment OpenSense, il y a quand même une bonne dynamique sur ces pare-feux avec des modèles économiques qui tiennent la route, ce qui permet au projet d'être financé correctement, quoi. On peut citer aussi IPFire, qui existe toujours, qui est basé sur Linux.
sachant que Linux a quand même une approche un peu plus touffue, un peu plus, je sais pas, multicéphale et moins, se prête peut-être moins à la création de plugins. Et je pense qu'il y a un deuxième point qui joue énormément, c'est aussi les licences. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les firewalls à base de BSD sont très dynamiques? C'est que la licence BSD permet de s'approprier le code source, de le cloner, de le dupliquer, de refaire une compilation et de le mettre avec sa marque dessus, ce que n'autorise pas forcément des firewalls sous Linux où il peut y avoir des contraintes sur les licences type GPL. Alors, qu'est-ce qu'un pare-feu? Bon, là, j'ai pris un petit acronyme assez sympa. Donc, le pare-feu, c'est ce que vous trouvez, en fait, c'est le chevalier qui bravement défend son entrée avec l'entrée principale du firewall. Et bon, là, j'ai bien aimé cet acronyme parce qu'il y a une porte, il y a déjà un autre trou dans le, dans le château fort. Donc c'est juste pour dire que les pare-feux qui se présentent plutôt comme ça doivent faire l'objet d'une attention bien particulière. Et donc ils ont démarré avec des interfaces en ligne de commande, la plupart du temps issues de logiciels qui continuent à être le cœur de ces systèmes, donc principalement Packet Filter, IPFW ou d'autres acronymes qui généralement tournent autour du mot firewall ou voilà, quelques variations autour de ça. Et qui permettent, grâce à ces lignes de commande, d'avoir un jeu et une interaction sur les interfaces physiques du firewall, de manière à rediriger les flux, à faire du NAT, à faire un certain nombre je dirais, de manipulations des flux, de manière à les filtrer de manière efficace. Donc là, on a des firewalls de différents types. Donc, il y a une évolution, je dirais, au cours de l'histoire des firewalls qui passent des ACL classiques jusqu'à la partie firewalling, qui, elle, est supposée travailler jusqu'au niveau 4, ou en tout cas, éventuellement pour certaines matrices de flux, jusqu'au niveau 7. Alors, j'ai remis quelques exemples rapides de ce type de filtrage. Donc c'est ce qu'on donne principalement dans nos cours ou dans les formations qu'on donne sur les firewalls. C'est des bases de filtrage pour que les gens soient capables de remettre à peu près dans le bon ordre ce qui est filtré sur les réseaux. En gros, c'est inspiré des couches TCP/IP ou du modèle OSI, quoi. Donc ça, c'est ce que vous allez vouloir filtrer. Donc on a connu les premières interfaces des firewalls qui était Monowall, donc qui a démarré en 2006, je crois, et qui ont permis de simplifier beaucoup et de démocratiser ces firewalls open source. Ça a été vraiment quelque chose qui a permis, en même temps que la cybersécurité devenait un besoin essentiel pour les entreprises, le fait qu'il y ait des interfaces qui soient à peu près compréhensibles par des gens d'un niveau intermédiaire a permis vraiment de commencer à diffuser ces technologies massivement, quoi. Voilà. Bon, les interfaces étaient encore un peu balbutiantes. Donc, il y a de nombreuses prises en compte des différents protocoles. Généralement, là, j'ai essayé de faire un tableau un peu exhaustif de ce que les firewalls permettent de faire. Donc, le premier, c'est bien évidemment donc, la partie gestion d'état. On a ensuite la partie NAT qui est relativement importante, puisque depuis l'arrivée de ce protocole, il faut quand même arriver à le gérer de manière correcte. Donc ces firewalls permettent de faire ça aussi. On retrouve ensuite des problématiques de load balancing qui peuvent permettre, si vous avez plusieurs liaisons d'accès, de pouvoir justement balancer les flux de l'un à l'autre, ou de créer des règles intelligentes qui vont permettre de repartir sur le deuxième firewall si le premier se trouve être down. La qualité de service qui, dans un certain nombre de cas, va vous permettre de filtrer vos flux et de faire en sorte que vous ayez, je ne sais pas si vous avez de la vidéo par exemple, qu'il n'y ait pas d'impact sur la qualité de la visualisation de vos vidéos dans vos réseaux.
Et puis la partie haute dispo, donc là on rentre sur des protocoles qui sont un peu plus complexes. En gros, on a 2 firewalls qui communiquent l'un avec l'autre et qui sont capables d'échanger de manière à pouvoir reprendre la charge en cas de défaillance. Donc sur les firewalls de type BSD, on est sur des modes qui sont actifs-passifs, en règle générale. Ensuite, il y a toute la partie VPN qui est assez importante et dans laquelle on a vu l'arrivée de nouveaux packages ces dernières années, avec des 0 tiers ou des WireGuard qui sont arrivés dans le monde de BSD, souvent avec des performances un peu moins bonnes que sur Linux, parce que c'est plutôt des projets qui ont été développés initialement sur les parties, pour les firewalls basés sur Linux, et en règle générale, les firewalls à base de FreeBSD ont des performances un peu moins bonnes sur ces nouveaux types de VPN. Après, on a les VPN classiques avec IPsec et OpenVPN qui permettent de déployer très facilement ce type d'infrastructure VPN. Ensuite, on a une partie assez importante qui est les rapports temps réel. Donc ça, c'est la capacité qu'a votre firewall à renvoyer des flux vers des briques d'analyse tierces. Donc je reviendrai là-dessus parce que c'est ce qui va permettre de qualifier nos firewalls next-gen. Donc c'est un point qui peut paraître anodin, mais qui prend de plus en plus d'importance. Ensuite, on a les services classiques, DNS, NTP, DHCP, portail captif, des plugins divers et variés, notamment ceux qui sont assez importants, c'est la partie IDS, avec des outils comme Suricata ou comme Snort. Et la partie aussi Squid, donc proxy. Donc, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un next-gen firewall? Pourquoi est-ce que le firewall de papa-maman, on va dire un petit peu, n'est plus suffisant aujourd'hui? Pour une raison simple, c'est que, comme on peut le voir en 2015, on avait environ 30% des flux qui étaient chiffrés, je dirais entre 15 et 40%. Et aujourd'hui, on est à 95% des flux avec une tendance... on ne peut pas aller beaucoup plus haut, donc on a quasiment la totalité des flux qui circulent sur le réseau qui sont chiffrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le filtrage sur un certain nombre de ports standards qui autrefois permettait de dire je ne veux pas que par exemple il fasse du DNS sur un autre port que le port 53. Aujourd'hui c'est plus forcément vrai parce qu'on peut d'abord échapper son flux DNS sur un autre port que le port 53 et on peut surtout encapsuler son flux de requêtes DNS dans un flux chiffré. Donc là se présentent vraiment des nouvelles problématiques pour lesquelles on va essayer de trouver des solutions. Donc je reviens rapidement sur les méthodologies de filtrage classiques. Donc ça c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans la plupart des firewalls open source et qui peuvent dans une certaine mesure permettre de filtrer vos flux. Donc le premier principe assez classique, c'est les filtrages DNS. Donc le filtrage DNS, on prend les requêtes DNS et on les interdit et on n'autorise que le serveur DNS local à résoudre les requêtes et éventuellement on met un filtrage sur le serveur de DNS local de manière à ce qu'un certain nombre de requêtes à destination de flux, de sites qu'on ne désirerait pas soient interdits. Donc c'est une méthodologie assez simple, seulement pas de chance. Il y a quelques années, on a des nouveaux protocoles qui ont été normalisés, qui s'appellent notamment DOH, donc DNS over HTTPS, qui permettent de chiffrer les flux DNS. Et ce DOH est implanté directement dans les navigateurs de vos clients. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous utilisez un Mozilla Firefox, vous avez dedans la possibilité d'activer DOH. Donc ça veut dire que votre requête DNS va s'échapper par un port HTTPS et arriver sur les DNS de Cloudflare qui va vous permettre de faire la résolution sans que vous ayez pu contrôler le flux. Donc ça, c'est quand même assez problématique. L'objectif d'un réseau, ça peut être, si c'est un réseau d'entreprise, d'avoir une certaine harmonie au niveau politique. Donc c'est le genre de choses qui peut poser de nombreux problèmes.
Et c'est pas évident à bloquer. C'est-à-dire que les requêtes DOH ne sont pas forcément simples à identifier et à bloquer. Ensuite, les filtrages proxy, donc c'est le grand classique, donc ça nécessite les paramétrages d'un certain nombre d'éléments à l'intérieur de vos navigateurs, de manière à ce que les flux soient redirigés vers le proxy, qui lui-même va souvent opérer une césure des flux, donc un déchiffrement des flux chiffrés, de manière à observer ce qui se passe à l'intérieur des payloads, des paquets. Donc c'est une solution qui peut être relativement agressive, parce qu'il y a un déchiffrage des flux, et on s'aperçoit qu'avec les politiques des gens qui apportent leurs propres équipements, qui vont se connecter sur un réseau Wi-Fi, les équipements peuvent changer relativement souvent. Donc dans un certain nombre de cas de figure, ça peut être compliqué de déployer un proxy, et ça vient avec un certain nombre de contraintes. Il faut faire attention au RGPD parce qu'on n'a pas forcément le droit de déchiffrer un certain nombre de flux. Donc il y a des listes qui doivent être autorisées. Tous les flux bancaires ne doivent pas être déchiffrés. Enfin voilà, il y a beaucoup de listes d'exceptions. La maintenance peut être relativement lourde, mais c'est une solution qui reste efficace et qui peut être déployée sur des firewalls open source. Et enfin, il y a des filtrages avec des IDS, donc la mise en œuvre est relativement simple. Donc les IDS, c'est principalement Snort et Suricata aujourd'hui. Vous avez un certain nombre de listes qui vous permettent de lutter contre des attaques ou contre des malveillances sur votre réseau. Alors l'avantage, c'est que ça permet de faire de la normalisation protocolaire pour un certain nombre principalement sur Snort. Donc ça veut dire que ça va permettre de vérifier que le flux HTTPS qui sort est bien un flux HTTPS ou que le flux SSH est bien un flux SSH. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ensuite, dès qu'on augmente le nombre de règles, on s'aperçoit que ça ne tient pas forcément la charge ou que ça nécessite des environnements qui deviennent vraiment très costauds en termes de performance. Donc c'est des choses qu'on a pu expérimenter parce qu'on avait un projet de R&D avec l'école centrale où on a voulu essayer de faire un filtrage basé sur le marquage des trames HTTPS, en fait les certificats HTTPS, les signatures des certificats HTTPS, et on s'aperçoit qu'avec une centaine, 200, 300, 400 sites, ça va à peu près, mais dès qu'on commence à arriver à 300 000, tout d'un coup, l'IDS, il est un peu en PLS, quoi. Voilà. Donc, du coup, il y a quand même un certain nombre de problématiques qui ne sont pas si évidentes que ça à régler. Ah d'accord, ok, pardon. Il faut que j'accélère, excusez-moi. Donc l'objectif de l'analyse des flux au niveau 4, c'est d'arriver à analyser le flux chiffré avec une possibilité de déchiffrer les payloads et d'extraire les métadatas des données afin d'assurer des comparaisons avec des algorithmes et d'associer un risque sur l'ensemble de ces communications. Donc en gros, vous avez votre flux qui arrive, qui est chiffré. Il n'y a pas de possibilité de déchiffrer le payload, donc on va se servir de tout ce qui entoure le paquet qui arrive dans votre firewall, donc les requêtes DNS, HTTP, TLS. Et ensuite, on a un certain nombre d'algorithmes, en fait, qui ont été mis au point, donc JA3, peut-être vous connaissez, ou des blacklists qui sont basés sur un certain nombre de paramètres et qui vont permettre de noter les flux. Donc là, il y a Ntop qui est quand même pas mal sur ce type de filtrage. Là, je vous ai mis un tableau de l'ensemble de ce qu'il fait quand il analyse les flux. Donc en gros, vous prenez le flux de votre firewall, vous le redirigez vers Ntop, qui depuis 4-5 mois a une capacité de filtrage de flux qui est nettement améliorée, quoi. Et donc Ntop va reprendre ces flux et ensuite il va les renvoyer en fait vers le firewall de manière à ce que les flux puissent être bloqués. Donc on peut soit avoir l'ensemble des composants qui sont mis à l'intérieur d'un seul firewall, soit avoir une solution mixte avec une analyse des flux externes et ensuite le retour de l'analyse qui est faite par Ntop sur le firewall
Donc là, c'est un format JSON qui est mis en œuvre et qui va vous permettre d'activer un filtrage sur votre firewall qui va être cette fois-ci dynamique. Donc en gros, on envoie les flux avec un protocole NetFlow vers le NTOP. NTOP l'analyse, fait une analyse environnementale de l'ensemble de ces flux, les digère et renvoie ensuite une liste vers le firewall dans laquelle vous allez trouver une liste de blocage en fait, où il va qualifier la qualité des flux et éventuellement indiquer à votre firewall de bloquer ces flux. Une autre solution, c'est ZenArmor, qui est une solution qui malheureusement n'est pas open source, mais qui s'intègre sur des firewalls open source. Donc là, c'est un exemple sur OpenSense, qui permet aussi de faire ce même genre de filtrage. Alors, la grosse différence entre la version d'OpenSense et NTOP et cette version-là de ZenArmor, c'est que ZenArmor a tendance à travailler plus dans le cloud, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes, notamment si vous êtes sur des logiques de confidentialité. NTOP a une capacité d'analyse locale sans échappement de flux vers l'extérieur, ce qui n'est pas le cas de ZenArmor. Voilà. Donc voilà, bon, ça je passerai peut-être rapidement là-dessus, je vous remettrai les slides éventuellement. Donc à ce stade, on n'a pas vraiment de produit miracle, on a des assemblages qui sont effectués entre des briques open source et des briques qui le sont un peu moins. C'est le cas de NTOP. Et on a des logiciels qui sont malheureusement pas du tout open source, comme ZenArmor. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de recherche et développement qui est en train de se faire en France et à l'étranger. Il y a des logiciels open source qui arrivent, qui vont permettre d'améliorer les choses, mais aujourd'hui, l'alternative viable, je dirais, si on veut quelque chose qui se rapproche le plus de l'open source, c'est probablement NTOP. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça a été utile. Je suis désolé pour le timing, parce que j'étais un peu rapide sur la fin, qui était quand même le plus intéressant. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder. On publie régulièrement. On a des articles et des publications qui sont faites sur notre site. Et voilà, si vous avez besoin de firewall, vous savez où aller. Merci. Tu es disponible sur le salon pour tous ceux qui voudraient discuter avec toi. Bah oui, normalement il y aurait. Ok, c'est. Faut pas prendre de retard. Très bien.